François a une thèse qui est très intéressante, on en a parlé ensemble, et qui est en fait sur les relations entre pouvoir et confiance, et entre pouvoir et prévisibilité. Donc je souhaitais que François puisse vous en parler, parce que je pense qu'elle est très, très intéressante à écouter en préambule, en introduction de cette table ronde. François. Bien, merci et bonjour à tous. Alors, excusez-moi, on va quitter le thème du couple. Un thème passionnant, c'est vrai. Qui est totalement passionnant, mais que je ne connais pas du tout de cette manière-là, simplement en étant un praticien. Voilà. Donc, je suppose d'ailleurs que c'est la rubrique sur laquelle tout le monde a écouté ici. Je voudrais faire juste une petite remarque à Jean-Claude Kaufmann. Je me suis senti très insulté par l'histoire des chaussettes. Et je me suis donc retourné vers la salle et j'ai constaté que la majorité des femmes n'avaient pas de chaussettes. Donc le fait qu'elles ne les rangent pas, c'est quand même un petit peu injuste. Voilà. Alors, cela étant, moi je vais essayer de dire quelques mots, 10 minutes m'ont été données, pour dire quelques mots sur la confiance, mais la confiance au travail. Encore que le lien pourrait se faire finalement avec la confiance dans le couple aussi, mais en ce qui me concerne, je l'ai abordé parce que je suis un spécialiste des organisations du travail, comme vous l'avez dit, et ce qui serait intéressant, et je ne le discuterai pas ici, c'est de savoir pourquoi ce thème de la confiance au travail réapparaît. Je dis réapparaît parce qu'à époque régulière, on se remet à parler de confiance au travail, mais là, il réapparaît de façon forte sous des formes diverses. Et si j'avais à le dire en un seul mot sans le développer, c'est simplement, il témoigne de l'échec profond du management coercitif dans lequel sont engagées les entreprises aujourd'hui et face à cet échec, elles cherchent des solutions alternatives. Et parmi les solutions de management alternatives, il y a effectivement la confiance. Alors, comme toujours, et je vais vous rejoindre là mais nous sommes collègues, sociologues, je vais vous rejoindre sur la façon de dire les choses. Confiance est un mot simple. C'est simple, fais-moi confiance, faites-moi confiance, etc. D'ailleurs, le petit sketch était tout à fait ça, tu ne me fais pas confiance. Mais le mot est simple, mais c'est extraordinairement compliqué, la confiance. Et là, je parle encore une fois de la confiance dans le travail. D'ailleurs, c'est encore plus compliqué dans un pays comme la France, qui est, ça a été décrit depuis longtemps, une société de non-confiance. Je vous renvoie au livre de Perfit, Alain Perfit, un ancien ministre du général de Gaulle, sur la société de défiance, mais je vous renvoie aussi aux travaux de Yann Algan et Pierre Cahuc sur le coût de la non-confiance, puisqu'ils ont mesuré combien ça peut coûter en termes financiers, hein, le fait que la confiance n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'on peut créer néanmoins au travail des relations de confiance que moi j'opposerais volontiers de façon brutale à de la transparence? Autant la confiance est quelque chose d'utile, autant la transparence est quelque chose de terroriste. Donc, je ne parle pas du tout ici de transparence. Et totalitaire même le cas échéant. Pardon ? De totalitaire même le cas échéant. De totalitaire, ouais. enfin, c'est vrai, mais je parle de la confiance. Il y a au moins une chose que l'on sait, c'est qu'une des conditions de la confiance dans un groupe de gens qui travaillent ensemble, c'est la prévisibilité des comportements. C'est le fait que, parmi ceux qui sont amenés à travailler ensemble, il n'y ait personne qui soit complètement incertain. Et vous voyez, c'est particulièrement vrai dans les relations hiérarchiques. Vous le voyez bien. Si vous avez quelqu'un qui est le chef, alors excusez-moi de cette terminologie dépassée, mais je dis ça pour des raisons de simplicité, que quelqu'un un jour lui pose une question, il répond A, quelqu'un le lendemain lui pose la même question, il répond B, et le surlendemain, il répond C, et finalement, la réponse qu'il donne est totalement aléatoire. Eh bien, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui est à ce point incertain dans les relations qu'il entretient avec les autres. Et donc, pour le formuler d'une façon encore un peu plus précise, obtenir la confiance des autres suppose que l'on renonce à l'incertitude de son comportement. C'est une condition essentielle de la relation de confiance. Et je voudrais d'ailleurs faire une petite remarque, c'est que l'acceptation de la renonciation à l'incertitude de son comportement, c'est ce que les philosophes en particulier appellent l'éthique.
L'éthique, contrairement à ce qu'on pense dans les entreprises, c'est pas vaguement être honnête, c'est pas vaguement ne pas taper dans la caisse. C'est pas bien de taper dans la caisse, mais enfin, c'est pas ça l'éthique. L'éthique, c'est l'acceptation de réduire l'incertitude de son comportement pour que les autres puissent vous faire confiance. Alors vous allez me dire, ah ben voilà une clé qui est intéressante, dès demain matin, je réduis l'incertitude de mon comportement. D'abord, vous remarquez que c'est très difficile de repérer la propre incertitude de son comportement. On ne le sait pas bien, n'est-ce pas? Ce n'est pas un phénomène extrêmement conscient. Mais même en seriez-vous conscient, ça pose une difficulté fondamentale, une difficulté essentielle. C'est que, capter la confiance, c'est renoncer à l'incertitude de son comportement. Mais les sociologues, qui ne sont jamais en mal d'une complexité supplémentaire, vous diront une partie plus ou moins importante, mais une partie importante du pouvoir que vous avez dans une organisation tient à l'incertitude de votre comportement. Il y en a une merveilleuse illustration. Plus vous avez un comportement incertain, plus vous avez de pouvoir, ou c'est pour manifester votre pouvoir, vous avez intérêt à avoir un comportement incertain? Alors, je vais répondre par un exemple. Vous allez voir, je voulais citer. Je vais vous renvoyer à un livre. Loss in Management? Non. Non, non, je vous remercie. Vous avez déjà fait la publicité. Ce serait un peu trop de le refaire. Édition du Seuil, etc. Non. Je vais faire de la publicité à quelqu'un qui malheureusement est décédé, mais qui est mon maître. Et ça me fait toujours plaisir, devant une assistance, de pouvoir lui rendre hommage, qui est une façon pour moi de lui dire merci. Donc, je vais me référer à un ouvrage de Michel Crozier. Et si vous lisez Le phénomène bureaucratique, alors quelquefois on me dit « Oh, mais c'est vieux le phénomène bureaucratique, ça date des années 50 ». Moi, je réponds toujours quand on me dit ça, qui est intellectuellement totalement régressif comme propos. Hein, je réponds toujours, alors ne me parlez pas du mythe de la caverne de Platon, parce que ça, alors, hein, non seulement c'est vieux, mais comment pourrait-on l'évoquer? Je veux dire, Socrate, de qui vous me parlez, exactement. Enfin, voilà. Bon. Eh bien, dans le phénomène bureaucratique, Michel Crozier a étudié un cas qui est remarquable, qui est le cas de ce qui était à l'époque les ateliers de la Ceuta. Et alors, ça va nous ramener au couple, tiens, d'une certaine façon, homme-femme. Et dans ce cas, Michel Crozier montre que dans les ateliers de la Ceuta, il y a des ouvrières de production, qui travaillent sur les machines, qui sont des femmes, à peu près en totalité des femmes. Et il y a des ouvriers d'entretien, qui sont des hommes, quasiment en totalité des hommes. Et il se trouve que ces femmes sont rémunérées pour une partie aux pièces. C'est-à-dire que si la machine tombe en panne, et n'est pas réparée rapidement, eh bien, elles vont perdre une partie de leur rémunération. Eh bien là, vous voyez, on voit que les ouvriers d'entretien, selon leur bonne volonté à réparer plus ou moins vite la machine, donc selon l'incertitude qu'ils contrôlent par la réparation plus ou moins rapide de la machine, détiennent un pouvoir considérable sur ces ouvrières d'entretien. Eh bien, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, dans toutes les organisations, une bonne partie du pouvoir que vous détenez tient à l'incertitude de votre comportement. Donc, quand des managers disent « moi, je veux capter, je veux travailler en confiance avec mes salariés », j'admire cette déclaration de principe. Mais je leur dis tout de suite, vous allez avoir à arbitrer, et ça ne sera pas facile, entre la prévisibilité qui vous est nécessaire pour capter la confiance des gens qui travaillent avec vous et l'incertitude que vous avez besoin de garder ou que vous jugez que vous avez besoin de garder pour arriver à conserver le pouvoir nécessaire pour manager ces gens. Parce que je voudrais quand même faire une petite remarque ici. On emploie le mot manager, mais enfin, moi, je n'ai jamais trouvé de définition plus simple du management que de dire que le management, ça consiste à obtenir des gens ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent. Et donc, pour le faire, ce n'est pas parce qu'on est chef et qu'on a dit, toi, tu es chef de ceci, que l'on a du pouvoir. On a du pouvoir parce que l'on contrôle une incertitude sur les gens. Eh bien, il va falloir l'arbitrer avec la nécessité d'être prévisible. Un dernier mot, et je ne vais pas trop dépasser le temps que vous m'aviez fixé. Dans un groupe qui a travaillé ensemble, comment peut-on faire? Est-ce qu'il y a
quelque chose qui permet de réduire l'incertitude de ces comportements. Oui, il y a une chose, et qui est une chose que moi, dans mon métier, je fais faire aux gens, et ça marche bien, c'est dès qu'un groupe de gens doit travailler ensemble, la première fois qu'ils se réunissent pour travailler ensemble doit être consacrée à la définition par ces gens qui doivent travailler ensemble des règles du jeu. Alors, ce que j'appelle les règles du jeu, ce n'est pas les règles écrites, les procédures, les process, toutes ces choses fondamentalement inutiles dont usent et abusent les entreprises sous prétexte qu'avec ça, elles vont réussir à contrôler ce que font les gens, ce qui est une vaste rigolade du management contemporain. Bon, mais les règles du jeu, c'est avoir une discussion qui permet de se dire, voilà, on va travailler ensemble, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable quand nous travaillons ensemble. Et on les définit collectivement et de façon claire. Et à partir de cette définition, on définit en même temps la sanction sur la trahison de ces règles du jeu, qui est par définition l'exclusion du groupe. Donc, je crois, moi, fondamentalement, que l'élaboration collective, unanimement acceptée de ces règles du jeu, est un facteur qui réduit beaucoup l'incertitude des comportements et qui permet de travailler avec un niveau de confiance raisonnable, acceptable et profitable pour la mission à accomplir. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on retienne absolument, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier les sanctions éventuelles quand on trahit la confiance, parce que c'est ça qui donne encore plus confiance, c'est ce que je voudrais vraiment ancrer dans mon cerveau à moi. Merci beaucoup pour ce point. Donc maintenant, nous allons rentrer dans les organisations, vos organisations, parce que vous avez compris que la confiance était un élément essentiel de la transformation pour aller vers plus d'égalité. Alors vous allez... Et réciproquement. Pardon ? Et réciproquement. Et réciproquement, bien sûr. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet en commençant par une grande organisation avec des codes très ancrés. Alors, Stéphanie, je voudrais que vous nous parliez de la confiance à la SNCF. Et puis, quand même, il y a un point, moi, que je retiens sur une entreprise comme celle-là, c'est quand même les normes, comment vous les appelez, les normes masculines très prégnantes. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors la confiance à la SNCF, si vous avez 4 heures, c'est bientôt le bac de philo, je pense qu'on peut s'y mettre. C'est vrai qu'on a des codes, et je ne suis pas sûre que ça soit propre à la SNCF, hein, mais on a des codes et des stéréotypes qui sont très ancrés. Genre, un homme c'est fort, un homme ça ne se plaint pas, un homme ça ne pleure pas. Et il faut transcender ces stéréotypes qui sont propres, certes, à la SNCF, mais dans d'autres sociétés, et qui... pour moi, sont très destructrices de valeurs, voire qui peuvent être contraires à la sécurité. Or, quand on est dans une entreprise comme SNCF, mais il y en a d'autres hein, ici, chez EDF, chez Engie, la sécurité, c'est des valeurs fondamentales. Je vous donne un exemple. J'ai un homme qui travaille dans un atelier de maintenance, qui répare des voitures de train. Et la confiance, ça passe par sa capacité, ou plutôt... le cadre qui lui permet de dire et de me dire un jour, Stéphanie, les chaussures qu'on nous donne en matière de sécurité, c'est une catastrophe. Elles nous font mal aux pieds. On n'a qu'une envie, c'est les enlever. Et en fait, ce cadre-là, ça construit la confiance et ça construit la sécurité. Mieux que ça, ça construit l'efficacité du collectif de travail. Parce que imaginez quand tous les hommes travaillent avec des chaussures qui ne sont pas adaptées et n'osent pas le dire, à terme, c'est des troubles musculo-squelettiques, c'est donc des accidents du travail, c'est des arrêts, etc. Bon. Ce cadre, comment il se construit ? C'est pas facile hein, de le construire. Je vais donner ce que je connais sur mon cercle. Nous, ce qu'on a fait, on a fait des séminaires de pleine conscience avec Sylvie Bernard-Curie, qui est une psychologue du travail et qui est aussi DRH de chez KPMG, pour que chacun, on travaille justement sur c'est quoi le cadre de travail, c'est quoi nos valeurs individuelles, personnelles dans nos couples, dans le travail, qu'est-ce qui est pour nous extrêmement important. On les a partagés. Alors, chacun pouvait dire ce qu'il voulait. Hein. On n'était pas obligé de mettre sur la table en transparence ce qui était important pour nous. Et on a fixé le comment on travaille ensemble, qu'est-ce qui est important et comment on se respecte les uns les autres dans nos diversités. Mais c'est très difficile, moi j'en ai conscience, pour un homme de dire à une femme, et j'étais la seule femme quand je suis arrivée dans mon CODIR, ça c'est important pour moi, parce que nos éducations ne nous ont pas permis de le faire librement. Et je vous le dis de manière d'autant plus forte
que je sais, en tant que femme, ce que c'est d'être un homme dans la position d'un homme qui doit faire bouillir la marmite tous les jours. Parce que moi, dans mon couple, et pour moi, je fais pas... La frontière est très poreuse entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Moi, j'ai un mari qui est à la maison et c'est un choix de couple que nous avons fait. Et quand on voit combien ça a été difficile pour lui de dire que c'était un choix de rester au foyer, moi, j'ai eu aussi le poids de ce que c'est d'être une femme qui tient un rôle d'homme, avec tous les stéréotypes féminins et masculins, genre mère de 4 enfants, qui fait bouillir la marmite. Je suis devenue tout d'un coup d'une femme compétente, une femme qui avait du caractère, qui portait la culotte. Bref, c'était tout juste si mon mari, tout d'un coup, je ne l'avais pas énucléé, alors qu'en fait, on avait tous nos valeurs, mais ça passe par beaucoup de communication. Voilà. Alors, c'est fabuleux ce que vous racontez, parce que sur les stéréotypes, c'est génial. Vous nous donnez des exemples extrêmement parlants que tout le monde pourra s'approprier. Et je rebondirai sur quelque chose, c'est ce que vous avez dit sur la question de la confiance, qui permet de s'exprimer, de mettre sur la table des choses qui sont parfois difficiles à dire. Et toutes les études récentes ont montré que c'était le facteur numéro 1 de performance des organisations, c'est la capacité à créer ce climat où chacun peut s'exprimer sans peur. Je vous renvoie à l'étude Google qui est parue l'année dernière sur la performance des organisations. Et ils ont mis en exergue que c'était le levier numéro 1 de cette performance, c'était ce climat de confiance qu'on peut créer. Et ne pas juger. Et ne pas juger, surtout ne pas avoir peur d'être jugé, absolument. parce qu'on sait que les autres ne vont pas vous juger, parce qu'on a confiance. Donc c'est QFD, donc c'est extrêmement important. Donc j'invite tout le monde à travailler sur cette question du climat de confiance. On va passer à Renaud, donc, pour BNP Paribas Cardiff. Alors donc Renaud, c'est vrai qu'on se connaît déjà, puisque tu nous as fait l'amitié déjà de participer au premier Forum Happy Men ici même. Alors, comment est-ce que tu réagis par rapport à ce qui vient d'être dit et comment est-ce que toi, dans ton organisation, tu favorises l'émergence de la confiance et est-ce que tu partages le diagnostic qui a déjà été fait ? D'abord, je voudrais dire que tous les stéréotypes que vous voyez à la SNCF, malheureusement, enfin, je suis sûr que c'est vrai pour nous tous, on les retrouve dans les entreprises. Je suis malheureusement, c'est pas propre à la SNCF. Alors oui, moi je me retrouve. Alors évidemment, j'ai pas les mêmes mots que vous, mais on a tous été confrontés à différents types de management, en haut ou nous-mêmes ou chez nos collaborateurs. Le management par la confiance, qui est d'ailleurs pas du tout l'apanage des femmes. Le management par la confiance, c'est c'est là où on doit vers là où on doit aller, mais c'est pas du tout l'apanage des femmes. Et le management, alors moi je dis plutôt le management par la peur, par le climat d'insécurité. Alors évidemment, ça vient de l'imprévisibilité, mais ça peut venir d'autres choses aussi. Ça peut venir d'un positionnement statutaire. Alors moi, je suis dans un grand groupe bancaire. Dans un grand groupe bancaire, on a un certain nombre d'immeubles, des hôtels particuliers avec des bureaux extrêmement impressionnants, des bureaux de style, et là un positionnement statutaire avec le manager, le patron qui est au fond du bureau, derrière un très beau bureau de style. Il y a 2 portes pour entrer. Il y a 2 portes. Quand vous frappez, vous ne savez absolument pas s'il l'entend. Donc déjà, ça vous crée un climat d'insécurité. Et c'est ça, moi, pour moi, qui crée le pouvoir, en tout cas, qui détruit la confiance en soi. Donc ça, on y est encore confronté. Alors moi, je suis un petit peu plus optimiste que vous. Et si je compare par rapport à il y a 2 ans, je trouve qu'on a quand même un peu progressé. D'ailleurs, ici, on se sent tous en confiance. Hein. On se le dit, on parle, on commence à communiquer, on commence à se le dire. Donc ça, je pense que beaucoup d'entre nous, beaucoup des managers, ont conscience qu'en 2017, c'est juste plus possible d'avoir ce type de comportement, de type de management. Un exemple pour moi, c'est la déstructuration des organigrammes. On était dans des structures où les organigrammes étaient extrêmement structurés. Et je suis chef de l'équipe, je suis toujours présent physiquement dans l'équipe et je contrôle physiquement tout ce que fait mon équipe. Ça a disparu. Aujourd'hui, on est en train de travailler en réseau, on travaille en projet, on est ouvert sur le monde, on travaille avec des startups, on est en partenariat. Donc ça casse la relation physique du manager avec son équipe. Et donc, du coup, on a besoin, finalement, d'encore plus de confiance, à la fois pour le manager et pour le collaborateur, puisqu'il a moins de contrôle sur son employé. Donc le contrôle est plus possible. Voilà, le contrôle est plus possible. Il doit être différent. Il doit être différent. On doit être dans un autre mode, parce que je suis, finalement, très peu de temps
avec mon patron ou je suis très peu de temps avec mon collaborateur. Le contrôle est contre-productif aussi, parce que si on veut contrôler, on n'y arrive pas, donc ça détruit de la confiance, enfin bref. Complètement. Et avant, on disait, il y a quelques années, on disait le mauvais manager, c'est celui qui délègue pas assez. Je pense que ça, on a dépassé. Aujourd'hui, le mauvais manager, c'est celui qui ne crée pas ce climat de confiance pour pouvoir travailler. Alors, je voudrais juste conclure cette partie-là en disant qu'on travaille beaucoup tous, et là, toutes les entreprises, on travaille sur l'expérience client. Et en fait, il faut aussi qu'on travaille sur l'expérience collaborateur. Et l'expérience collaborateur, c'est son bien-être, c'est sa capacité à s'exprimer, à se déployer dans l'entreprise. Et voilà. Et donc, on fait on fait ces Net Promoter Score là, qui sont très très à la mode, hein, où on mesure la satisfaction client en prenant les 2 meilleurs sur 10 et on enlève les 6 plus mauvais et on essaie d'avoir une note positive péniblement. Et ben, il faut faire la même chose avec les employés. Il faut faire la même chose avec nos collaborateurs. Comme ça fait un retour sur nos modes de management. Merci Renaud. Je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant, tout ce que tu as dit l'été, mais c'était la symbolique des lieux pour créer le climat de confiance et donc la façon dont on organise l'espace de travail. Et j'imagine très bien ces grands bureaux statutaires avec des doubles portes. Et à une époque, il y avait aussi des petites lumières qui disaient si on pouvait entrer ou pas entrer, si le grand patron était dispo ou pas. En air, oui, c'est ça, Stéphanie. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage sur BNP Paribas Cardiff. Alors, on va passer maintenant à Bertrand Fauché, donc pour Storengy. Alors je rappelle que Bertrand a été formé Happy Man, il a un label Happy Man, donc bravo pour cela. Et donc est-ce que ça donne une posture différente? Est-ce que ça permet de créer plus facilement le climat de confiance dans son organisation, cette labellisation Happy Man? Alors, pour être tout à fait précis, je ne suis pas totalement formé à Happy Man, je n'ai assisté qu'à une c'est vrai, la matinée. séance. À la matinée. Mais déjà c'est bien. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, notamment les échanges qu'on a pu avoir avec d'autres entreprises. Nous découvrons la démarche hein, en tant que Storengy. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, quand même, Storengy est une des filiales du groupe Engie. Et notre métier de base, c'est le stockage de gaz naturel. Donc, pour faire très simple, nous avons des clients qui nous confient du gaz l'été, nous l'injectons très profondément dans le sous-sol et nous le ressortons pendant l'hiver lorsqu'ils en ont besoin. Donc c'est notre métier de base et on est en train de se diversifier un petit peu. Donc on découvre cette démarche et moi ce que j'ai surtout tiré de cette matinée, c'est les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres structures. Moi je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Monsieur Dupuis, ça m'a énormément parlé, notamment sur 2 éléments. Ce que vous dites sur le fait qu'il faut accepter de lâcher un certain nombre de choses. C'est dans des règles du jeu qu'on va se fixer a priori, mais c'est aussi un travail de tous les jours. Je pense qu'en tant que manager, en tant que dirigeant, lorsqu'on prend une décision, je pense qu'on a un devoir de l'expliquer et de manière à ce que justement on crée cette prévisibilité, que les gens comprennent quels sont les ressorts. Ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a toujours de l'information qu'on est obligé de cacher. Parce que il y a des éléments stratégiques que vous avez, des éléments commerciaux qui sont confidentiels. Et il y a toujours une très très grosse difficulté. Moi, je le vis quasiment tous les jours. Jusqu'où je vais dans la révélation de ce que j'ai derrière la tête. Et c'est vraiment un combat de tous les jours. Et je pense qu'on doit le mener de manière à créer justement ce lien de confiance. La deuxième chose qui a beaucoup résonné, c'est lorsque vous créez un CODIR, vous devez définir des règles du jeu justement pour créer cette confiance. Engie, c'est un groupe formidable parce qu'on est extraordinairement divers. Hein. On est le regroupement de sociétés, de cultures et de nationalités très très différentes. Et j'ai vécu la création d'un CODIR dans lequel il y avait des Français, des Belges francophones et flamands, et également des Néerlandais. Et en fait, on a commencé à vivre sans faire ce premier travail et on a assez vite dysfonctionné. Et au bout d'un moment, on a fait cet exercice et ça a été extraordinaire. C'est-à-dire qu'on s'est dit comment on vit les choses, comment on vit sa relation à l'autre, quels sont nos moteurs intimes. C'est un exercice qui a pris 2 demi-journées et qui a été absolument extraordinaire en matière de performance. Alors, je voulais juste, sur la question de la confiance, je voulais juste partager une expérience personnelle. Je pense qu'elle est... pour moi, elle a été un peu fondatrice. Donc, j'ai déjà raconté à mes équipes qui sont dans la salle. Je vous prie de m'excuser, vous la connaissez, mais je tiens à la raconter. C'était il y a déjà un certain temps. Donc, j'essayais d'être happy man sans le savoir à l'époque. Donc, ma femme aussi avait un travail. On avait des enfants et tous les deux, on voulait les deux. Hein, voilà. Et donc, on a défini des règles du jeu entre nous. Donc, on a un peu fait un deal. Alors, à l'époque, j'étais très fier d'avoir fait ça. Bon, quand je regarde avec le recul, je pense qu'on n'est pas très loin des statistiques de l'INSEE, malheureusement, parce que finalement, dans cette négociation, on se rend compte que ce n'est pas si équilibré que ça. Mais enfin bref, on avait défini un certain nombre de règles du jeu, et en particulier... L'équilibre n'est pas un but en soi. Stéphanie a un couple qui n'est pas équilibré en termes de répartition, absolument. Et ça fonctionne très bien. Mais même dans les choix qu'on a fait, je sens qu'à posteriori, je ne suis pas sûr que ce soit parfaitement équilibré. Bon, non, mais il n'y a pas de parfait. La question, c'est est-ce que ça marche? Alors, je crois que ça a marché.
Je crois que ça a marché. Et il y avait une règle qu'on s'était fixée, c'est on avait tous les deux besoin d'espace pour se retrouver nous-mêmes et faire des choses pour nous. Et elle, c'était tous les lundis soirs, elle allait faire de la danse. Elle avait, dans un groupe, elle faisait de la danse et ça lui permettait de faire toute autre chose. Et je me souviens très bien, un lundi après-midi, mon chef, puisque j'ai utilisé ce terme un peu vieillot, m'appelle et me dit, voilà, on a un vrai sujet, on a une négociation qui va démarrer demain, c'est très très lourd, il faut qu'on la prépare et on a besoin de toi, parce que j'avais une expertise particulière dans mon équipe et il fallait absolument que je sois là. Et on était l'après-midi, je n'avais plus le temps d'appeler une babysitter. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et j'ai fini par dire, écoute, voilà, je vais t'expliquer, j'ai un vrai problème, je me suis engagé vis-à-vis de ma femme, tous les lundis soirs, c'est moi qui m'occupe des enfants. Il y a eu un blanc, et il m'a dit, écoute, on va faire la réunion demain matin très tôt. Et il a tout décalé uniquement pour ça. Alors, première chose, pour que j'ose dire un truc pareil, je peux vous dire qu'il fallait qu'il y ait vraiment une confiance très très forte entre nous deux. Parce que franchement, avant de dire un truc pareil à son chef, entre lui et moi, bon, c'était une quinzaine d'années en plus, donc à l'époque c'était... Bon. C'est la première chose. Et la deuxième chose que je peux vous dire, c'est une fois qu'il a eu fait ça, je pouvais me faire tuer pour lui. Alors là, vraiment... Non mais c'est vrai, honnêtement, une fois que vous avez ça, et ce qui est très intéressant, c'est qu'un jour, il y a un des membres de mes équipes qui me l'a dit. Il m'a dit, écoute Bertrand, il y a un truc qui fait que ça marche très très bien, c'est qu'on voit qu'entre toi et ton boss, il y a une confiance extraordinaire, extrêmement forte. Quand on parle à l'un, on sait que ça va marcher avec l'autre. Et ça, pour nous, c'est un moteur très très fort. Voilà. Donc je vais juste dire que vraiment, la confiance, c'est quelque chose qui est un moteur extraordinaire en matière de performance. Et moi, je l'ai vécu de manière très 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 forte, quoi. À travers une preuve, c'est un peu comme l'amour, il y a des preuves de confiance, et donc là, c'en était une. Donc... À travers une épreuve de répartition des responsabilités dans un couple. Et c'est pareil, parce qu'on se dit, peut-être qu'on pourrait faire le parallèle avec ce qu'on entendait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans un couple, quand on commence, il faut peut-être établir toutes les règles, et puis essayer de mettre en place les limites. Je ne sais pas si ça marchera, mais bon, on y reviendra. Stéphanie, vous voulez juste ajouter un mot peut-être tout à l'heure sur le... Non, mais je disais que c'était ça. Il n'y a pas de modèle, genre une femme qui travaille et son homme qui reste à la maison ou un partage. Il faut trouver le modèle qui correspond aux deux. Et c'est uniquement par le dialogue qu'on y arrive. Hein. Oui, mais a posteriori, en y réfléchissant, je ne sais pas si on allait jusqu'au bout de tout dire. C'est très difficile de tout dire. Il faut toujours le faire évoluer. C'est un chemin, c'est un questionnement qui est permanent. Ça ne peut pas être une fois parce que notre environnement bouge, parce qu'on change de poste, parce que la famille évolue et on a des contextes qui évoluent. Et donc, c'est comme dans une entreprise. Le contexte évolue. À chaque fois, il faut maintenir le dialogue constant. Et puis peut-être qu'il ne faut pas une totale transparence non plus, parce que je reviens au cas d'entreprise. Il y a peut-être des choses qu'on doit garder pour soi. Donc, question à Laurent maintenant, et là on va attaquer sectoriellement, parce que le monde du conseil est quand même un petit peu spécial quand on le regarde bien de l'extérieur, parce que vous arrivez à attirer... C'est un des plus durs quand même. Hein. C'est un monde très très dur, je dirais pas un monde sans pitié, mais l'ayant bien connu en tant que jeune consultant en stratégie dans différents grands cabinets, je l'ai vu un peu fonctionner de l'intérieur. Alors ce qu'on voit, c'est très bien, parce qu'on attire des femmes, hein. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont recrutées. Souvent 50-50. Oui, souvent c'est 50-50, c'est assez facile. Ouais. Il y a des tas de grandes écoles de commerce qui produisent des jeunes femmes très talentueuses, donc on peut les trouver. C'est pas comme le monde des ingénieurs où c'est un petit peu plus compliqué. Donc bref, vous arrivez à attirer des femmes, à faire 50-50. Simplement, on a un peu l'effet poisson là qu'on connaît, c'est qu'en haut, on n'en voit pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous... Ou même très très peu. Ou même très très peu. Et puis il faut peut-être faire une petite explication pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec ce monde-là, c'est qu'on est très très orienté rentabilité des individus, c'est-à-dire qu'on a un billing, on a du temps à facturer aux clients, enfin on a peut-être une obsession du résultat financier qui est peut-être un peu plus marquée qu'ailleurs. Alors est-ce qu'on est capable de créer des conditions de confiance dans cette... Alors déjà, le premier élément, c'est que Mazars n'est pas né dans le conseil. Je m'explique. Il y a différents métiers. Alors on peut identifier l'audit au conseil, mais c'est très différent. L'audit, c'est ce qui fait... Parce que si vous voulez, c'est vraiment la question de la confiance. Là, on l'a tous abordé avec un point d'entrée personnel, ce qui est très important. C'est-à-dire c'est une conviction. Ce que j'entends, c'est des convictions, en fait. Chez Mazars, ce n'est pas une conviction, c'est une profession. Alors, je vais m'expliquer. Mazars et les sociétés d'audit sont nées de l'idée suivante. C'est qu'est-ce qui fait que si votre grand-mère décide, ou vous décidez d'investir dans une société, ce que déclare la société sur la valeur de son action est vrai, ou a de la valeur, c'est-à-dire est digne de confiance. Donc déjà, constitutivement parlant, le métier de société comme Mazars, ou nos grands collègues,
c'est finalement de sécuriser cette confiance. C'est bizarre, c'est pléonasme de dire ça, mais c'est pourtant ça. Deuxième élément, il se trouve qu'on choisit de le faire du coup en préservant beaucoup l'indépendance des gens qui sont dedans, c'est-à-dire que, contrairement à des structures hiérarchiques, la nature même de notre organisation, c'est un partnership. C'est-à-dire que les gens qui dirigent Mazars, ce sont des gens indépendants et libres, et ce sont des pairs qui ont choisi d'être les seuls à posséder leur entreprise. Donc nous ne sommes pas sur le marché, nous ne sommes pas rachetables, nous ne sommes pas... Mais ça part d'un acte de confiance terrible qui est de dire, et aujourd'hui on est 1000 partenaires dans le monde, imaginez, venant de 80 pays différents. Le principe, c'est de dire, je lie mon sort à toi, je ne t'ai pas choisi comme dans un couple, hein, c'est-à-dire, il y en a quelques-uns, ils n'ont pas été... Alors ça dit, c'est une cooptation, c'est-à-dire quand même, il y a une idée de couple un peu qu'on peut retrouver. Et donc, le point d'entrée, c'est je te fais confiance et notre sort est lié, et pour une vie, accessoirement. Parce qu'il est assez rare que les partenaires changent d'un seul coup de métier, deviennent de fabuleux cuisiniers en dehors de la cuisine du dimanche avec les amis. Sauf que l'idée de la confiance, c'est follement ambigu. C'est-à-dire, je suis désolé, je ne vais pas jouer le rabat-joie, je déteste ça, et je vous promets, je ne suis pas du tout quelqu'un qui prend des postures à contrario, histoire d'intéresser un débat. Pas du tout. Par contre, fondamentalement, quand vous avez posé, on en discute un peu avec Antoine, mais cette question de la confiance, c'est une ambiguïté totale. Prenons un exemple. Nous, dans l'audit, à votre avis, quel genre de gens on recrute? Des gens qui vont pouvoir garantir, hein, vous comprenez, que ce que raconte BNP, ce que raconte la SNCF, ce que va raconter Engie, ça a de la valeur. On prend quoi? Des crédules? On prend des ravis de la crèche? Des happy Buddha? Non. On les choisit, par exemple, structurellement, dès le départ, pour leur capacité de scepticisme. Et si je fais un parallèle par rapport à mon propre métier, moi, ça fait 12 ans, très précisément 12 ans, où j'ai commencé professionnellement à m'intéresser à pousser la diversité homme-femme dans l'entreprise. Avant, c'était un sujet qui m'intéressait intellectuellement, mais je n'avais pas eu à le pousser. Je n'étais pas chez Mazars à l'époque, j'étais dans le groupe Caisse d'Épargne, où on avait exactement les mêmes problèmes, les mêmes niveaux, 50-50 à l'entrée, on finit à 20-80. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est quoi? C'est que depuis ce temps-là, j'ai beaucoup réfléchi sur qu'est-ce qui marche le mieux pour faire avancer la question de la diversité. Et vous savez quoi? Chaque fois que j'entends le mot confiance, je ne sors pas de revolver. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que je vois que derrière, immédiatement arrive, dans le meilleur des cas, la question de la méfiance, qui est en fait totalement en creux dans la question de la confiance. J'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui qui sont une sorte d'injonction à la confiance qui, en réalité, conduit directement par vos réactions, par ce qu'on a pu voir, par les formidables descriptions que Jean-Claude fait de la vie de couple, dans laquelle je me reconnais énormément à plein de points, eh bien, c'est que sous prétexte d'appeler à la confiance, d'entrée de jeu, on va instaurer au mieux une méfiance et au pire, ce qui est plus compliqué à récupérer, ensuite une défiance. Et voyez, notre métier d'audit, il est intéressant pour ça. C'est que c'est un métier qui doit générer de la confiance et pour cela, le moteur doit être une forme de sorte de défiance systématique ou de méfiance plutôt systématique, le scepticisme professionnel. Du coup, qu'est-ce que ça me donne dans les organisations? Et là, si Michel est le maître de François, François est mon maître. Et je vais arriver justement à une notion de maîtrise qui est embêtante. C'est que moi, je vais vous dire, j'ai vécu plein d'organisations qui étaient basées sur la confiance et qui, pour être tout à fait honnête, parce qu'elles étaient basées sur la confiance, étaient des organisations mafieuses, étaient des organisations patriarcales. La confiance est le moteur en tout cas dans mon observation, d'énormément de sociétés claniques et qui favorisent considérablement les hommes. Donc la confiance serait anti-égalité finalement? Ah, en tous les cas de figure, moi je peux témoigner que dans mon expérience professionnelle, j'ai vu énormément d'organisations qui étaient extrêmement dominées par des codes masculins, et je ne dis pas au passage que c'était des mauvais codes masculins excluants, mais c'était, pardon pour le mot, mafieux est un mauvais mot, mais vous voyez, clanique. On voit bien ce que vous voulez dire. Ouais. Hein, et qui renforçait, parce que justement, entre eux, il y avait cette confiance de mecs.
Et cette prévisibilité. Et qui installait ça. C'est-à-dire que pour moi, et là je vais revenir, et je sens qu'il y a la réaction, et du coup c'est intéressant, et c'est ça qui me plaît, mais du coup, moi, le fond de mon message, c'était la fin de l'intervention de Jean-Claude. Il ne m'a pas spolié, je veux dire, merci de l'avoir dit. Mon combat, depuis que je suis dans des fonctions de direction des ressources humaines, et malheureusement, l'âge aidant, ça commence à faire longtemps, ça a toujours été d'être méfiant vis-à-vis de cette question de confiance comme une sorte d'injonction ou comme une sorte de loi qu'on doit trouver, et par contre de renforcer quelque chose qui, pour moi, est le vrai moteur, et le vrai préalable, et ce qui manque le plus, beaucoup plus que la question de confiance, qui, encore une fois, peut avoir des aspects extrêmement dangereux ou ambigus, c'est la bienveillance. Si je prends une image mathématique, vous savez, en mathématiques, on parle de variable discrète ou variable continue. Ça n'a rien à voir avec la discrétion ou la continuité réelle. Une variable continue, c'est... Pardon, je fais une référence qui est liée à mon entreprise. Quand je suis arrivé chez Mazars, on m'a dit qu'il y a des valeurs chez Mazars. Alors, c'est rarement... Vous savez, les valeurs dans les entreprises, c'est à peu près toujours les mêmes dans les mêmes boîtes. Mais la première, c'était le respect de l'individu. Et puis, dans un de mes premiers meetings, j'ai quelqu'un qui sort en disant « Putain, c'était nul ce séminaire » et qui dit à la personne qui l'a organisé « Ouais, c'était vraiment zéro, et pourquoi tu t'occupes encore de ça, etc. » Et je lui dis « d'Ivoire, c'était le prénom, mais non, parce que j'ai des amis qui pourraient reconnaître les gens. Je dis « d'Ivoire, le respect de l'individu, là. » Il dit « Mais attends, je ne le fais pas respect pour elle, parce que je lui dis les choses. » Vous voyez, la confiance, le respect, c'est une valeur continue, c'est-à-dire qu'elle est compliquée. Vous ne pouvez pas répondre oui ou non. Il y a des gens qui vont être capables de légitimer les pervers narcissiques d'une manière ou d'une autre. Enfin, c'est un terme qu'on utilise tellement que je ne veux pas l'investir moi. Mais des gens qui vous disent la confiance, je peux l'exprimer de toutes les manières. Par contre, la bienveillance est une valeur discrète. C'est-à-dire discrète, ça veut dire oui, non. C'est compliqué pour quelqu'un qui a une attitude de sale con de dire « Ah, je le fais par bienveillance ». Ben non, ça se voit, je suis désolé. T'es un sale con. Vous voyez ? Le jerk-free organization. Vous savez que ça devient maintenant quelque chose à quoi on fait gaffe, c'est ne pas laisser des comportements inacceptables se développer. Je parle de l'entreprise, mais bien sûr, on peut retrouver ça dans la société, vous l'avez vu récemment, Roland Garros, à la télévision, etc. Donc le sujet, selon moi, si on veut vraiment créer de la confiance, les Anglais disent un byproduct, c'est un sous-produit. C'est un sous-produit de quoi? C'est un sous-produit de la bienveillance. Si vous voulez faire progresser les relations entre les hommes et les femmes, si vous voulez faire progresser les femmes dans des fonctions de direction, eh bien, il faut commencer à regarder en quoi la non-bienveillance, je ne dis pas la malveillance, ce n'est pas une intention, mais la non-bienveillance des organisations peut aussi empêcher justement le développement de l'estime de soi, de la confiance en soi, avant de la confiance en l'autre, qui permet ensuite d'avoir des attitudes qui sont ouvertes. Donc voilà l'expérience. Est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que l'égalité permet de créer de la bienveillance? Est-ce que c'est un moteur pour créer ça? Encore une fois, j'aimerais bien, Antoine, ce que tu dis me touche et j'ai envie, mais je ne crois pas on que pose ce pas soit des questions qui vont permettre de réfléchir à comment faire plus de bienveillance, non? Encore une fois, on a besoin de bienveillance. Tu vois, par exemple, si tu dis il faut instaurer l'égalité comme étant un principe, bah déjà là, tu es en train d'essayer de discerner ceux qui ne vont pas être dans ce principe-là. Donc, tu n'es absolument pas dans la confiance, tu es dans la méfiance dans le meilleur des cas, dans la défiance dans la pire. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir cette forme un peu particulière, un peu Club Med, un peu ouverte, mais de dire... Vous savez, je finis par ça peut-être. Moi, j'ai toujours beaucoup dans la série des gens qu'on a aimés il y a longtemps, mais Blitz et Trigano, au départ, le Club Med, c'est né parce que Gérard Blitz était un type qui, au retour de la guerre, on lui a dit « tu dois accueillir des rescapés des camps et leur rendre foi dans la vie ». Bon, si vous voulez... comment vous faites quoi? Il crée le Club Med, c'est-à-dire il dit je crée un lieu où en fait on n'a pas de statut, on n'a pas de truc et puis on va s'aimer. C'était tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, vous voyez, c'est ça l'idée. Mais ça, pour moi, c'est pas de la confiance, parce que la confiance, vous voyez, c'était le résultat d'avoir vécu 15 jours, 3 semaines dans, en réalité, une chose qu'on voulait instaurer qui était la bienveillance. Merci beaucoup pour cet input, parce que qui est un peu décalé par rapport à la façon dont on a abordé le sujet, mais qu'on peut comprendre. Et la question du byproduct est à retenir à la fois pour l'égalité et pour la confiance. Donc on retient qu'il faut créer un climat de bienveillance. Alors je voudrais juste vous poser une petite question très concrète sur l'exemple d'un climat de bienveillance. Par exemple, je suis un manager chez vous et je dis je voudrais un 4/5e. Je voudrais un 4/5e parce que j'ai des enjeux perso, que ce soit des enfants ou une activité totalement autre. Alors comment est-ce que dans la bienveillance, on arrive à gérer ça? Ils vont tomber de l'armoire parce qu'évidemment, ils ne savent pas. Tant pis, je fais état d'une conversation privée récemment avec quelqu'un qui est entré nouvellement dans l'exécutif de Mazars.
Et on a eu une discussion et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire après? Il me dit, moi après j'arrête, j'ai plus envie d'être exécutif, je veux faire autre chose, etc. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce que j'aimerais faire autre chose. Je dis, pourquoi tu ne le fais pas tout de suite? Ah ben non, je suis à l'exécutif, quoi. Je dis, ah c'est intéressant. Ce ne serait pas intéressant que justement quelqu'un qui rentre à l'exécutif dise, tiens, moi je voudrais être à 4/5e. Alors, on a eu le problème il y a une dizaine d'années sur les femmes, peut-être un peu moins même, où en gros c'était tu ne peux pas devenir partenaire si tu veux être à temps partiel parce que forcément on facture très cher des heures, donc tu as intérêt à être présent. Le présentéisme est très battu en brèche chez nous parce qu'on sait très bien que être des organisations qui jouent le présentéisme ne veut pas dire que ce sont des organisations smart. Donc moi, à mon avis, la première des choses à faire, et je trouve que vous en avez donné de très bons exemples, c'est que si les dirigeants eux-mêmes commencent à avoir des attitudes qui sont des attitudes bienveillantes, ouvertes, ou à temps partiel, ou etc., c'est-à-dire vont promouvoir, et vous verrez notre CEO Hervé Elias dans l'après-midi, si eux-mêmes sont l'incarnation de cette forme de changement, tout en étant capables, comme il vous le dira cet après-midi, d'avoir des doutes et dire, attendez, c'est pas ma culture d'origine, hein. Moi je dois faire un effort pour transcender ça, c'est pas que je suis naturellement comme ça. C'est pas que je suis naturellement un mec génial ou un happy man. D'ailleurs, c'est quoi l'inverse d'un happy man? C'est un sad man? C'est un hungry man? C'est un unhappy, satisfied? Voilà. Donc, il va vous dire c'est une construction. Mais si les dirigeants sont capables de prendre conscience de ça et de le faire en construction, à mon avis, c'est déjà les bons premiers signes qu'il faut donner. L'exemplarité, le tone of voice. Ouais, alors j'aime pas le mot exemplarité, mais disons qu'en tous les cas, si vous le montrez, à la fin, ça va percoler. Ça va diffuser dans l'organisation. Voilà. Renaud. Et après, on passera la parole à François qui voudrait réagir. Ah d'accord. Bon, j'avais vu Renaud qui avait levé la main. Vas-y. Non, mais Renaud, allons-y. C'est vraiment très court, mais c'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur le temps partiel. Il se trouve que moi, je suis un assureur, hein, je suis le patron de l'assurance de BNP Paribas, et la régulation a changé et on a dû réviser toute notre gouvernance. Et dans notre gouvernance, il y a des dirigeants effectifs, ceux qui ont vraiment le pouvoir d'engager la société. Et je voulais nommer une personne qui était à temps partiel. Et j'avais très peur parce que, effectivement, le régulateur européen, français, doit vérifier que cette personne est fit and proper. Et un dirigeant effectif d'une boîte de 10 000 personnes, 220 milliards d'engagement, est-ce qu'elle peut être à temps partiel? Eh ben, j'ai eu une réaction incroyable du régulateur. Il y a une personne qui m'a appelé et qui m'a dit c'est génial. Un régulateur, hein. On n'imagine pas que ce soit les plus avancés dans ces domaines-là. C'est génial parce que moi-même, j'ai envie de me mettre à temps partiel et c'est très bien de promouvoir le temps partiel. Il y avait un enjeu perso. Voilà. Il y a toujours une histoire personnelle derrière. Et ce régulateur, il n'a probablement jamais osé le demander, jamais osé le dire, jamais. Exactement. Il va utiliser l'exemple. François. Oui, alors très brièvement, je voudrais réagir sur 2 ou 3 points. Laurent a pris une petite précaution oratoire pour nous expliquer qu'il ne voulait pas jouer le vilain petit canard, mais il l'a joué quand même. Donc, oui, non, mais j'ai compris vous avez eu de faire pareil, François. Mais je te connais un peu, j'ai compris que c'était une précaution oratoire. Voilà. Alors, je voudrais peut-être souligner juste 2-3 points. Le premier, à un moment donné, il a été fait référence par l'un d'entre vous sur le fait que, ma foi, aussi mettre les gens dans des bureaux convenables, voire spacieux, confortables, tout ce que vous voulez, était quelque chose qui pouvait effectivement aider à la confiance, cette espèce d'écologie du travail. Alors, je voudrais vous dire simplement qu'il y a eu une étude très récente qui a été faite à Paris-Dauphine pour l'Observatoire de l'engagement, pour ceux qui connaissent. Hein. Et cette étude a été restituée il y a 15 jours et elle montre que non. C'est-à-dire l'ordonnancement des bureaux, etc. Le fait, c'est formidable, c'est très bien. Après tout, on a amélioré considérablement au cours des siècles et au cours des années le confort à la maison. Pourquoi n'améliorerait-on pas le confort au bureau? Mais quant à dire que ça favorise des relations différentes, etc., non. Et alors, il y a aussi une raison pour ça. C'est que quand même, quand on parle de la confiance, il ne faut pas en parler comme de quelque chose qui se développe dans un univers vide, c'est-à-dire comme ça, éthéré, et il n'y aurait rien autour. Non, ça se développe dans la vie collective. Et dans la vie collective, il y a un certain nombre de phénomènes. Vous voyez, moi, dans la faillite de la pensée managériale, j'ai hurlé pour expliquer que c'était quand même scandaleux qu'en 2017, ou je ne sais pas, 2015, quand je l'ai écrit, les entreprises se refusent à prendre en compte des connaissances tout à fait simples que les sciences sociales mettent à leur disposition. Alors, il faut toujours expliquer que dire « nous travaillons tous dans la même direction » est une stupidité ou une naïveté.
Donc, dans les organisations, il y a des acteurs. Ces acteurs ont des objectifs différents. Ils développent des stratégies qui sont des stratégies différentes. Enfin, voilà, c'est comme si on faisait un cours de sociologie des organisations, quoi. Il y a des relations de pouvoir, voilà, des choses comme ça. Donc, à un moment donné, par exemple, on ne fera pas communiquer, quel que soit le contexte, dans le contexte géographique, dans lequel on va mettre les gens, des acteurs qui n'ont aucun intérêt à communiquer. De la même façon, la confiance s'inscrit dans un contexte. Puisque tout le monde a cité des cas personnels, je vais vous dire une merveilleuse phrase que m'a dit, et qui m'a fait tout comprendre, que m'a dit un jour Michel Crozier, quand je travaillais avec lui. Un jour, il m'a dit comme ça dans un déjeuner, « François, je ne vous demande pas de ne pas me mentir. J'essaye de vous mettre en situation de ne jamais avoir à le faire. » Eh bien, ça, c'est quand même quelque chose de formidable, parce qu'il a renvoyé le mensonge, non pas de mon côté à moi, c'est-à-dire de celui qui ment, mais il l'a renvoyé de son côté à lui, celui à qui, potentiellement, on pourrait mentir. C'est un exemple tout à fait... Alors, un petit mot sur la bienveillance, mais tu me le sers sur un plateau. Je voudrais dire un mot sur la bienveillance, parce que tout le monde en parle, et on est bien en mal de donner une définition de ce que c'est que la bienveillance. Alors là aussi, moi je voudrais modestement, comme je l'ai fait tout à l'heure, en disant voilà au moins une chose qu'on sait. Nos amis anglophones ont une très belle expression pour dire ce que n'est pas la bienveillance. C'est ce qu'ils appellent to be judgmental, c'est-à-dire porter jugement. C'est-à-dire dès que quelqu'un parle, quelqu'un fait quelque chose, you become judgmental. C'est-à-dire avant même toute chose, vous portez un jugement sur ce qu'il a dit ou sur ce qu'il a fait. Et ça, c'est l'inverse de la bienveillance. Et du coup, quand même, la sociologie nous apprend une chose absolument merveilleuse. Elle nous apprend que les acteurs dans les organisations sont intelligents. D'ailleurs, moi, à mon grand âge, quand je ne sais pas si j'arrêterai un jour de faire la sociologie d'ailleurs, la leçon que j'en tirerai, c'est l'immense intelligence des gens. Voilà, c'est vraiment la leçon finale que j'en tirerai. Juste un mot là-dessus. Comme les acteurs sont intelligents, ça veut dire qu'ils sont toujours capables de trouver une solution, c'est-à-dire ce qu'ils font, qui est cohérente avec le contexte dans lequel on les a mis. Justement, eh bien, la bienveillance, c'est d'être capable, avant de porter un jugement, de comprendre qu'est-ce qui, dans le contexte dans lequel se trouvent les acteurs, et non pas in abstracto, comme ça, qu'est-ce qui les a amenés à dire ou à faire ce qu'ils ont dit. Là, il y a quand même une petite complexité sur la bienveillance, mais ça peut aider. Mais justement, je voulais réagir à ce que disait Laurent tout à l'heure sur la bienveillance. Moi, je trouve qu'effectivement, on ne peut pas définir ce que c'est que la bienveillance, à part en creux. Bon. Mais je trouve qu'effectivement, dans les questions que pose l'égalité hommes-femmes dans l'entreprise, très concrètes, les horaires de réunion, le 4/5e, le machin, le repérage des hauts potentiels, etc. En fait, on a matière à matérialiser de la bienveillance, à dépasser des stéréotypes, des règles, etc., à dire je t'ai entendu, je t'ai écouté, j'ai tenu compte de ton point de vue, voilà ce que je peux faire ou pas faire, bien sûr, mais en tout cas, je te témoigne que tu as été écouté. Et là, c'est des actes concrets de bienveillance quand même. Ça crée de la bienveillance. On a un extraordinaire terrain pour matérialiser de la bienveillance. Disons, le point... bon, d'abord, sur la bienveillance, il y avait un très bon bouquin dans les années 2000 qui a même obtenu, sauf erreur, le prix Goncourt, qui montrait toutes les limites d'une approche extrême de la bienveillance, qui consisterait en fait à être dans la soumission permanente. Cela dit, moi j'insiste là-dessus, pour moi, les organisations où il y a le plus de soumission sont souvent celles qui posent le plus le postulat de la confiance. C'est-à-dire, je suis ton chef, tu crois en moi, si je te dis que tu dois aller mourir au feu, tu vas mourir au feu. Ouais. On ne peut pas plus en confiance quand même. Ouais, et pourtant, on est dans la soumission. Ouais. Donc, l'élément, c'est ça. Non, disons, moi je rejoins totalement ce que vient de dire François. D'ailleurs, c'est marrant en anglais, quand vous dites bienveillance, il n'y a pas de traduction directe. Et c'est très intéressant de le traduire à l'inverse par ce que ça n'est pas. Et vous savez, il y a des tests qui existent en RH. Il y en a un qui s'appelle le PAPI. Moi, je me souviens de ce PAPI, le test d'inventaire de préférence. Ce qui est intéressant, parce que c'était ipsatif, ce n'était pas normatif, ce n'était pas l'idée de dire il y a des gens des catégories, c'était qu'est-ce que vous préférez dans la vie. Et dans le PAPI, il y avait une notion qui distinguait aussi la différence entre la perception et le jugement. Les gens bienveillants sont des gens qui vont être beaucoup en perception de l'autre et de l'intelligence de l'autre. Et toute la difficulté des organisations, c'est de laisser s'exprimer l'intelligence globale. Et du coup, moi, j'ai une réaction par rapport à...
je ne sais plus, pendant le débat avec Jean-Claude, mais ce n'est pas Jean-Claude qui l'avait dit, c'était sur la fin du débat, peut-être toi Antoine. Non, pardon, François, tu as démarré avec ça et c'est tout à fait logique. Les organisations efficaces réussissent à faire faire aux gens ce que vous attendez qu'ils fassent. Il se trouve que l'un des papes du leadership conscient, qui s'appelle Fred Kaufman, c'est un Argentin qui vit sur un bateau à Belize, qui est un peu le mentor de... Enfin, c'est pas un peu, c'est beaucoup le mentor de Sheryl Sandberg chez Facebook et de Jeff Winner, le patron de LinkedIn. Il a conceptualisé ça et lui dit, après 20 ans, j'ai compris ce qu'était le vrai leadership. C'est pas de faire faire aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est de leur faire aimer ce qu'ils font. Et donc, il y a une problématique de la capacité à faire aimer ce qu'ils font. Et pour que les gens aiment ce qu'ils font, vous êtes obligé de respecter cette forme d'intelligence, c'est-à-dire d'appropriation aussi, ça c'est une autre dimension de la sociologie qui est intéressante, mais d'appropriation d'une tâche qui est la logique de l'organisation. Vous voyez, ce qu'on me demande de faire, mais ce qu'on me demande de faire, ce n'est pas ce que ça me demande de faire. Et le rapport entre les deux, pardon pour une petite incursion en ergonomie cognitive, mais c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est un compromis opératoire qu'on appelle le travail. Le travail, ce n'est pas ce qu'on me demande de faire, c'est l'arbitrage que j'ai entre ce qu'on me demande de faire et ce que ça me demande de faire. Vous voyez ? Très bien. Alors on va peut-être demander à Stéphanie de réagir. Et moi, je rebondis juste sur un truc, c'est qu'à chaque fois que j'entends bienveillance, j'ai envie de rajouter, et en même temps, il faut un peu d'exigence quand même. On ne peut pas être dans une posture de bienveillance. Donc... Non, il y a Shia Bourfa qui dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein. Le truc, c'est qu'il ne faut pas tomber dans juste le pilotage par le tableau de bord, parce que quand vous êtes dans une voiture, vous avez beau avoir un tableau de bord. Si vous oubliez qu'il faut appuyer sur l'accélérateur et mettre de l'essence, et qu'il faut encore aujourd'hui un conducteur, vous avez tout faux. Bon, il y avait juste une question, parce que quand même le thème est égalité et confiance. Et donc le sujet n'est pas qu'une confiance du management, et réciproquement. Et il y a la question, en fait, aussi, que ça pose, c'est la reconnaissance de l'altérité. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de la bienveillance, mais effectivement, dans des organisations qui sont très diverses, les objectifs à l'intérieur de sous-organisations, de filiales dans un groupe, peuvent être extrêmement différents. Pour autant, on peut aussi passer à un niveau supérieur qui est quelle est notre communauté d'intérêts que l'on a globalement pour construire un objectif qui est commun et qui nous transcende et qui nous permettra de faire les concessions qu'on retrouve dans les couples, entre guillemets, mais des concessions conscientes. C'est-à-dire, j'accepte de faire ça, j'accepte que le lundi, ce soit ma femme qui aille à la danse parce que quelque part, je me retrouve, moi, dans mon couple, etc., différemment, ou je me retrouve dans mon travail avec d'autres avantages et d'autres bénéfices. Et donc, c'est par cette conscience de l'altérité de l'autre et cette confiance qu'on a un bénéfice supérieur commun qui nous transcende que l'on peut s'y retrouver. Et entre les hommes et les femmes, moi, il y a un truc que j'écarte complètement, qui est effectivement la différence entre les hommes et les femmes. Il y a quelques années, quand on commençait à parler de la mixité, on commençait à dire, alors les femmes, il faut qu'elles soient dans les CODIR parce qu'elles savent tellement bien faire travailler les hommes en commun. Ouais. Voilà. Alors ça, et Régène Sénac, qui est au CEVIPOF, le dit très très bien. Quand dans une boîte de petits pois, vous commencez à dire, il y a des petits pois et il y a des carottes, les petits pois ne deviendront jamais les carottes et inversement. C'est-à-dire qu'on constituera l'égalité par différence et en complémentarité, on n'arrivera jamais à la vraie égalité. Donc ça, c'est pour moi extrêmement important de se dire, je reconnais que j'ai une personne en face de moi. On a des communautés d'intérêt parce que les hommes veulent aller aussi pouvoir revendiquer d'aller chercher leur enfant à l'école et en étant complètement libérés sur le sujet, dire oui, alors ça, désolé, hein, mais ta charge, elle est trop lourde, trouve-moi autre chose parce que je ne suis pas un super homme. Oui, moi aussi, je suis touchée dans une réunion. Moi aussi, j'ai des émotions et j'ai envie de les exprimer. Ça, je suis sûre que ça ferait beaucoup de bien à tout le monde. Et dans le collectif de travail, on travaillerait tous beaucoup mieux ensemble en se reconnaissant dans cette altérité qui est des êtres humains, avant tout, qui sont la première richesse d'une entreprise. Pas avant tout une femme ou un homme, mais l'altérité, tout simplement. Bravo. Merci Stéphanie. Très bien. Est-ce qu'il y a une réaction, je ne sais pas, Bertrand, Renaud, sur ce dernier point ? Non, moi je voulais juste revenir sur la confiance, parce que bon, ça a été quand même un petit peu attaqué à un moment donné. La confiance, parce que vous avez beaucoup mentionné la confiance finalement horizontale. Hein. Quand vous parlez de mafia, finalement c'était sur la confiance horizontale que vous parlez. Et celle qui facilite l'égalité, c'est quand même la confiance qu'on crée verticalement. Et moi je crois que la confiance, elle est, on l'a évoqué, mais elle a trois parties. Là, il y a évidemment la confiance en soi.
Il y a la confiance en son manager, mais il y a surtout la confiance dans l'entreprise. Et je le dis d'autant plus que moi, je suis un assureur, et l'assurance, ça ne marche pas sans confiance. Vous n'allez pas vous confier votre argent à un assureur si vous n'avez pas confiance en lui. Et d'ailleurs, l'assurance, ça fonctionne aussi sur la diversité, parce que s'il n'y a pas de diversité, il n'y a pas d'assurance. Donc c'est pour ça que j'ai sauté dessus quand tu m'as proposé le thème. Donc la confiance dans l'entreprise, pour un dirigeant, c'est donner du sens. Donner du sens sur son rôle vis-à-vis d'abord de ses actionnaires, ensuite vis-à-vis de la société et vis-à-vis des collaborateurs. Quel est notre rôle? Et là, c'est comme ça qu'on doit créer la confiance dans l'entreprise. L'égalité, elle participe justement à ce qu'on fasse confiance à l'entreprise. Et ben, elle génère la tous les talents possibilité. sont valorisés, chacun a sa chance. Et si j'ai confiance, si je suis dans un climat de confiance, cette triple confiance, ben, j'hésiterai pas à nommer une femme dans un poste où il n'y a jamais eu de femme auparavant, ou moi, femme, j'hésiterai pas à postuler pour tel poste parce que voilà, je suis dans ce climat, dans ce triple climat de. Ce climat qui permet d'oser. Oser, exactement. Bertrand, un petit mot? Non, pas de réaction. Alors Laurent voulait s'exprimer en réaction. Peut-être sur un point qu'on n'a pas évoqué, mais qui pour moi est aujourd'hui en tous les cas des choses auxquelles on réfléchit chez Mazars. Est-ce qu'on est tous capables de répondre à une question simple? C'est mon organisation, elle développe, elle détruit, ou elle n'a aucun impact sur mon estime de moi? Tant qu'on n'est pas capable de répondre à ça, le reste, ça reste des valeurs proclamées. Le gros danger, c'est que les organisations, alors à la fois détruisent et développent en même temps, voire n'ont pas d'impact sur l'estime de soi. Mais moi, je crois que l'horizon professionnel qu'on peut aujourd'hui essayer de donner, et j'entends bien, c'est vrai que c'est peut-être insuffisamment vertical dans l'approche, mais je crois c'est de faire en sorte que on ne peut pas garantir le boulot à vie, on ne peut pas garantir que l'aventure soit fun, etc. tout le temps. Par contre, il y a une réflexion qu'on devrait avoir en tant que, pas seulement dirigeants, même les managers de premier rang, c'est de se dire, dans ce que je fais avec les équipes et avec mes pairs aussi, et voire même avec mes boss, dans certains cas, est-ce que je suis en train de contribuer à renforcer l'estime de soi de cette personne? Et si vous partez de cette question simple-là, vous avez aussi des réponses sur l'égalité homme-femme, vous avez des réponses sur la confiance en général, sur l'engagement, hein, c'est effectivement le mot qui va souvent avec. Moi, je crois que c'est ça le point d'entrée. Les organisations, c'est des endroits où on passe beaucoup de temps quand même, et possiblement, c'est les premiers lieux de développement ou de destruction de l'estime de soi. Et donc ça, c'est pour moi très lié au débat qu'on a eu. Bon, l'égalité est la clé, la clé là-dessus. Voilà. Juste une réaction, j'ai pensé en écoutant Stéphanie tout à l'heure, mais j'ai regardé il y a quelques semaines une conférence faite par deux médecins militaires sur la différence entre les hommes et les femmes à l'armée. Bon, et donc ils analysaient tout, mais de manière comme des médecins militaires, c'est la masse osseuse, etc. C'était assez intéressant. Et à un moment où ils disent, voilà, on a noté que les femmes, effectivement, marchent moins bien que les hommes. Là c'est objectif. Sur une grande distance, elles souffrent plus que les hommes, elles ont moins de résistance. Et puis on a fouillé, et puis en fait, on a quand même interrogé ces femmes, et on nous a dit que c'était quand même compliqué de marcher quand on n'avait pas des chaussures à notre pointure. Et en fait, qu'il a fallu cette étude pour que les femmes aient... en fait, il a fallu qu'il y ait cette prise de confiance, cette confiance en soi, pour pouvoir dire il y a une bonne raison pour laquelle je ne marche pas. Avant, ça avait été tenu sous silence. Il y avait un autre exemple qui m'avait frappé, c'est les femmes aussi qui résistaient moins au G. Vous savez, G, c'est l'apparition du voile noir en avion quand on fait des... etc. Bon, les pilotes de chasse femmes, donc elles ont un voile noir qui apparaît plus tôt que les hommes. Bon, c'est quand même embêtant pour une pilote de chasse. Puis, en fait, on s'est rendu compte à un moment, parce qu'il y en a une qui a osé le dire à un moment, mais longtemps après, qu'en fait, les pantalons anti-G, ces pantalons qui gonflent, qui fait que le sang reste, en fait, étaient adaptés à la morphologie masculine et pas féminine. Et que donc, elles résistaient moins bien au G. On a changé les pantalons et elles ont bien résisté. Voilà. Donc, c'est aussi des choses, voilà, c'est aussi la confiance en soi pour dire, mais pour un homme comme une femme, le système dans lequel je suis, il ne fonctionne pas. Il fonctionne mal. Et donc, j'ai une sous-performance. Et on revient toujours à la capacité d'exprimer un certain nombre de choses en confiance, dans un univers positif où on ne sera pas jugé, où il y aura de la bienveillance, il n'y aura pas un jugement a priori. Donc c'est ça, en fait, si on résume ce qu'on vient de se dire, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à créer. Donc il doit y avoir à la fois une vision descendante, comme le dit Renaud. Pour moi, il doit toujours y avoir un peu d'exemplarité dans la façon dont le manager, le dirigeant s'exprime, met les choses en scène, fait participer chacun, gère les tours de parole, et il doit y avoir cette confiance des gens qui se disent, moi, si je dis un truc qui est un peu iconoclaste, si je prends la parole en remettant en cause même la croyance du patron, je vais peut-être rendre service à l'organisation.
Bon, on est arrivé, on a un quart d'heure de retard, on a pris un quart d'heure de retard au tout départ. Donc Stéphanie, alors un mot, et puis après on a... Je disais qu'il n'y a pas que ça. Hein. C'est très dur de remettre en cause des stéréotypes qui sont des stéréotypes inconscients souvent. Parce que l'histoire du ballet, hein, je pense que toutes les femmes dans la salle, si leurs maris ont passé le ballet, on a toutes eu envie de repasser le ballet derrière. Moi, la première avec mon mari. Mais il a fallu que je me rende compte... Même toi. Même moi. Mais il a fallu que je me rende compte qu'en passant le ballet, j'envoyais un stéréotype à mon mari qui était les hommes, quand ils font le ménage, ils font pas le ménage bien, alors qu'en fait, c'était pas ça, pour arrêter ce truc-là. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ça prend parfois plusieurs années. Parce que tout simplement, il faut qu'on ait à ce degré de conscience au départ. Prendre conscience. Et en même temps, il faut revenir aux fondamentaux. Est-ce qu'il est fondamental que ce soit propre partout, tout le temps? Merci à tous.